Merci beaucoup d'être là ce soir. Je suis ravi d'être hommage avec vous et avec Barbara Cassin. Très content d'avoir l'occasion de discuter avec elle ici. On va parler de son parcours, de ses idées, de ses envies, de ses désirs, de ses révoltes, et puis aussi, peut-être surtout, de son livre, Le bonheur, sa dent douce à la mort, qui est paru chez Fayard, qui est un livre tout à fait magnifique. Je lui avais dit, vous m'entendez bien là? J'ai l'impression qu'il y a un truc de micro, ça va? Je lui avais dit, je lui ai dit après l'avoir lu, mais que moi j'étais allé vers ce livre un peu avec une sorte de méfiance et j'ai été littéralement emporté. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi je me méfiais comme ça, mais en tout cas j'ai été emporté, peut-être le côté autobiographique, etc. Et j'ai trouvé que c'était un livre qui avait beaucoup d'allure, d'entrain, un très beau rythme comme ça, de joie et de nostalgie en même temps, et qui est justement un livre sur la mobilité, comme ça, qui passe son temps à parler de l'arrêt, du stop, du mouvement, à traverser tout un tas de choses qui comptent pour vous, Barbara Cassin, la découverte du grec, la rencontre avec Heidegger, la tendresse de René Char, l'aventure du vocabulaire européen, enfin tout un tas de moments comme ça très importants, et qui, et c'est ce qui m'a plu, font à chaque fois des coups d'arrêt que vous avez rencontrés au fil de cet itinéraire, quelque chose comme des nouveaux coups d'envoi. Il y a une très belle manière de transformer chaque halte en manière en façon de se redéployer, de se remettre en mouvement. Avec toujours la confiance à l'égard de ce qui vous occupe en particulier, la langue, la confiance dans la puissance amoureuse, politique de la langue. Et puisqu'on parle de puissance politique et amoureuse de la langue, je voulais évoquer quelqu'un qui a beaucoup compté pour vous, et qui a beaucoup compté pour vous, notamment dans votre rapport à la langue, qui est Jacques Derrida. Vous avez fait, vous le dites dans le livre, inscrire sur votre épée d'académicienne, parce que vous êtes académicienne, une formule phare de Derrida, une formule importante, plus d'une langue. Il y a toujours plus d'une langue, on y reviendra peut-être. Et Derrida, je voudrais commencer presque par lui, et par vous deux, et par ce qui peut vous réunir ici, ce soir. On avait eu une soirée ici avec lui en 2004, c'était il y a très longtemps, dans cet auditorium, qui avait été une soirée magnifique où il avait parlé pour la première fois de sa maladie publiquement. C'était quelques mois donc avant sa mort. Et je lui avais demandé s'il n'était pas mal à l'aise d'être ici, en tant que lui, dans cette maison du judaïsme, dans ce musée du judaïsme, lui qui n'avait pas cessé de parler de son impossible appartenance au judaïsme, lui qui se définissait à la fois comme un petit enfant perdu du judaïsme, qui évidemment se définissait comme juif, qui même allait jusqu'à dire que tout procédait dans son œuvre de son identité juive, que même la déconstruction était une sorte de geste qu'il avait appris à faire en déconstruisant et en décryptant l'antisémitisme, et qui en même temps refusait de parler en tant que juif, était terrorisé à l'idée de pouvoir être rattrapé par la meute communautaire et par ce qu'il appelait la compulsion grégaire, c'est une espèce de pulsion de mort qui travaille en silence toute communauté. C'était sa formule quand il était dans cette conférence qui s'appelle Foi et savoir. Et donc c'était l'idée, est-ce que ça vous met mal à l'aise, vous qui avez tellement refusé de vous faire attraper par quelque chose du judaïsme organisé en tout cas, d'être ici dans ce musée d'art et d'histoire du judaïsme, bien que ça n'est évidemment pas un lieu dit communautaire. Et donc j'avais envie de vous poser la même question ce soir, Barbara Cassin, puisque vous avez beaucoup de points communs avec Derrida, non seulement dans le rapport à la langue, mais aussi en partie dans le rapport au judaïsme. Dans un petit livre qui s'appelle La nostalgie, vous rêvez d'une conception du monde qui serait débarrassée ou libérée, émancipée de toutes les appartenances. Et donc, est-ce que pour vous qui rêvez de cette conception-là, vous qui refusez toujours d'être assigné à résidence, est-ce que pour vous se retrouver ici dans un musée d'art et d'histoire du judaïsme, ça vous donne l'impression, le malaise ou l'impression simplement d'être mise en demeure? Non, je suis heureuse d'être là. Et ça m'arrive pas souvent. Et c'est aussi pour ça que je suis heureuse d'être là. C'est-à-dire que je suis ici, accueillie, invitée et accueillie. Et au fond, c'est comme ça que j'aime voyager ou que j'aime appartenir. C'est comme invitée, accueillie. Pas comme pilier. Et donc pas non plus comme membre d'une communauté, ça n'est pas le cas. Ça aurait pu, mais ça n'est pas le cas, ça ne s'est pas présenté. Et au fond, je n'ai jamais été membre de quelque communauté que ce soit, je crois.
C'est-à-dire que, par exemple, j'ai passé une partie de ma vie à faire des concours hippiques, mais je me suis jamais... Et Dieu sait que c'est un milieu à la fois fermé et tendu. J'ai jamais appartenu, j'ai jamais été membre de ce milieu-là. J'ai été au CNRS, je suis rentrée par miracle, et je ne me suis jamais sentie membre de la communauté des chercheurs, même si j'ai eu des fonctions qui m'y auraient incité. Je ne sais pas ce que c'est que la communauté des philosophes. Je n'y crois pas du tout. Voilà, je vis depuis 40 ans une partie de ma vie, et Jean Birnbaum connaît cet endroit en Corse. Mais je n'ai jamais été membre d'une communauté, quelle qu'elle soit, je ne sais pas. Bon, voilà. Alors, bon, je veux bien peut-être être française, mais ça va guère plus loin. Voilà. Je suis peut-être aussi, je veux bien peut-être être femme française, voilà. Oui. Bon, mais pour revenir à ici, je suis venue un certain nombre de fois, pas très souvent. La seule fois, je crois que c'est la première d'ailleurs, où j'ai été vraiment invitée à parler, j'étais salle René Cassin, sous le portrait, je crois, s'il existe encore, je ne sais pas, de René Cassin. Ça m'a gênée, vraiment. Vous avez dit je veux bien être française, je veux bien être femme peut-être, et donc j'ai vite pris dans mes notes. J'ai essayé de retrouver une formule qui m'a frappé. C'est dans La Nostalgie, qui est un livre qui était paru il y a quelques années chez Autrement, où vous dites: je crois en effet, vous parlez là des assignations d'identité justement, et de votre odyssée, etc. Et vous dites: je crois en effet d'expérience personnelle qu'être juif, c'est comme être femme. Il faut au moins aussi qu'on vous le dise, qu'on vous le fasse savoir. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme être poète, je pourrais ajouter. On ne le sait que si on vous le dit. Femme, en effet, j'ai besoin qu'on me le dise. Et juive aussi, et c'est ce que disait Arendt, en fait. Elle disait qu'en fait, elle appartenait... Bon, bien sûr, elle était juive quand on lui disait celle juive. Elle était d'abord juive comme ça. Et moi, je me sens femme quand on impute des choses aux femmes. Et bonne ou mauvaise, d'ailleurs. Et voilà. Il faut l'autre pour ça. C'est très simple. On n'est pas identique à soi tout seul. C'est vraiment très simple. Ouais, c'est très simple. On va voir ça toute la soirée, vous allez voir, ça va être d'une simplicité incroyable. C'est marrant d'ailleurs parce qu'il y a parce que dans votre livre, quand même, à la limite, on est ici au musée Hommage, donc c'est normal qu'on parle un petit peu de judaïsme, mais par ailleurs, le judaïsme est très présent dans votre livre. Oui, ça m'a étonné. Ça m'a étonné moi-même. Ça vous a étonné, ouais, voilà. Et donc justement, l'étonnement, il est redoublé. Par exemple, vous avez vous savez, c'est un truc très classique en sciences sociales, en sciences humaines. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé, des universitaires qui ont bossé pendant 40 ans sur l'identité, puis un jour ils s'aperçoivent qu'ils ont bossé sur toutes les identités sauf la leur. Parfois c'est l'identité juive, parfois ça peut être autre chose. Et vous, c'est Lyotard qui vous a dit quelque chose de ce type-là. Lyotard qui, dans un colloque autour de Derrida, à Cerisy, Jean-François Lyotard, donc le philosophe, qui dit « Toi tu t'occupes des Grecs pour ne pas t'occuper des Juifs ». Et vous commentez cette phrase de façon encore plus étonnante. Moi, j'étais très étonné que vous dites « J'ai été scandalisé ». Alors, il faudra nous dire pourquoi vous avez été scandalisé à l'époque, on le devine. Mais en écrivant ce livre, voilà qu'être juif revient sous plus d'une forme qui m'étonne moi-même, comme si l'âge ou l'époque y était pour quelque chose, ou plutôt comme si j'y étais contrainte par cela que j'écris. Oui. Et qu'est-ce que ça veut dire alors? Ça veut dire que, au fond, ma mère était une mère juive, que mon père était peut-être bien un père juif, et que quand tout ça, alors qu'ils ne m'ont jamais parlé de judaïsme, et qu'on n'a jamais pratiqué le moins du monde,
Mais même pas, je veux dire, je ne sais. Ils m'ont fait baptiser catholique. Ma mère m'a fait baptiser catholique pour que plus jamais ça. Parce que, bon, je peux raconter cette histoire. Ce qu'elle me racontait, c'était que quand elle était arrivée avec mon père à Navarinx, dans un petit bled du Béarn, en fuyant les Allemands, donc il y avait mon frère et ma sœur étaient nés, et elle a été voir le curé, et elle a dit: Monsieur le curé, est-ce que vous pouvez baptiser mes enfants? Et le curé lui a dit: mais oui, bien sûr, madame, ils vont faire 3 ans d'instruction religieuse et je vais les baptiser. Alors elle a été voir le pasteur, et elle lui a dit: Monsieur le pasteur, est-ce que vous pouvez baptiser mes enfants? Le pasteur a dit: non, madame, c'est complètement impossible, ils sont baptisés depuis 3 ans, voilà les papiers. Bon, et donc elle m'a dit: les protestants, c'est beaucoup mieux, hein. Mais catholique, c'est beaucoup plus difficile. Alors, je vais te faire baptiser catholique. Mais comme c'était une femme qui était, je crois, alors là je peux dire juive, c'est en ça que je le vois, c'est-à-dire croyante. Je ne peux pas dire en quoi elle croyait, mais elle était croyante. Donc elle m'a confiée à une de ses amies, qui s'appelait Guide Baraduc, qui était catholique, parce que cette amie, elles étaient ensemble en Auvergne, dans la maison de cette amie, et Claire, la fille de cette amie, grimpait à un arbre. Elle est tombée, elle s'est tuée. Et Guide s'est mise à genoux et a prié. Et ma mère, qui l'aimait énormément, m'a dit: alors, j'ai vu ce que c'était que ça pouvait aider, quoi, de croire en Dieu. Alors, elle ne s'est pas mise à croire en Dieu, mais elle m'a confiée à cette femme qui croyait en Dieu pour que je sois baptisée, pas simplement sur le papier. Et j'ai, pendant plusieurs années, conduite par cette femme, vu un prêtre qui était dominicain, donc chez les dominicains. J'y suis allée tous les jeudis, parce qu'à l'époque c'était le jeudi, et on lisait la Bible ensemble. Et moi j'ai adoré lire la Bible, j'aurais pu adorer lire la Torah, mais j'adorais lire la Bible avec ce type. Et ça a été quelque chose qui m'a... Bon, je me suis fait baptiser, ça ne m'a pas marqué, mais lire la Bible, ça m'a marqué. Lire avec quelqu'un qui me faisait lire. J'ai adoré ça. Et ça s'est arrêté parce que ce type qui s'appelait le père Rousseau est mort. Et il s'est fait remplacer, enfin, l'a remplacé le supérieur, qui était un jeune mec très chic, d'ailleurs assez beau, un peu Torquemada comme ça, qui s'appelait le père Dagonier. Et ce type a osé me dire un jour: ben voilà mon petit, voilà des livres pour mettre dans la bibliothèque de vos parents. Peut-être que ça va les convertir. Alors j'y suis jamais retournée. Voilà. Mais c'est ça au fond. C'est comme ça que je me rends compte que je suis juive parce qu'a fait ma mère, je suis juive parce qu'a fait mon père, par rapport à moi. Et alors en même temps, si on veut compliquer les choses, vous avez dit j'ai été baptisé, ça ne m'a pas marqué. Non. Et vous voyez, quand vous parlez de judaïsme dans vos livres, c'est souvent à l'horizon d'Hannah Arendt, et vous l'avez cité d'emblée là tout à l'heure. Et donc Hannah Arendt, dans la tradition cachée, enfin dans l'un des textes de la tradition cachée, parle de sa mère, justement, sa mère qui était une fan de Rosa Luxembourg, qui était proche des socialistes, etc. Et Hannah Arendt dit: le problème n'a joué aucun rôle pour elle. Elle était évidemment juive et ne m'aurait jamais baptisée. Je sais. Je suppose qu'elle m'aurait asséné une paire de gifles si jamais elle avait découvert que j'avais désavoué mon judaïsme. Oui. Donc c'est-à-dire que la mère d'Arendt, elle, aurait considéré ça comme une marque. Oui. Mais la mienne, elle considérait ça comme une contre-marque. Hein? C'est-à-dire que c'est exactement la même chose que quand les Allemands sont arrivés pour prendre mon père dans ce petit village où il y avait au-delà de dénonciation sur lui. Mais ça, je pourrais le raconter. Je pourrais raconter pourquoi. C'est très intéressant. Ma mère a ouvert la porte et a vu les Allemands qui lui ont dit: non, vous allez à la messe,
vous n'êtes pas juive, mais vous avez épousé un juif. Mais votre mari, il est juif. Et alors elle s'est dressée, elle était extrêmement belle, elle s'est dressée de toute sa taille, et elle a dit, moi, épouser un juif, jamais. Et ils sont partis. Et ma mère, mon père et les 2 enfants se sont enfuis le soir même, la nuit même. Et bon, ils se sont dispersés. Mon père a été à Saint-Hilaire-du-Touvet dans un endroit tenu par un royaliste où on accueillait les parachutistes anglais. Et ma mère est partie chez des amis avec ses 2 enfants. Et elle m'a dit qu'en poussant son vélo avec les 2 mômes et ce qu'elle pouvait emporter, c'est-à-dire rien, elle avait compris ce que c'était qu'un chemin de croix. Voilà. Je reviendrai sur ce que vous venez de dire là, sur le « moi épouser un juif », jamais, qui est une des scènes les plus marquantes de votre livre. Mais juste pour rester sur le baptême, ce qui est intéressant, c'est que vous-même, vous avez eu l'envie de faire baptiser vos propres enfants, avec en plus un père qui était absolument génial, qu'on a connu, Stanislas Breton, qui avait un rire génial et sublime. Et vous parlez d'ailleurs de son rire dans votre livre en disant qu'il avait un rire absolu. Et c'est vrai que c'est... Moi, j'ai eu la chance d'enregistrer son rire pour la radio, et ce rire était effectivement d'une spiritualité et d'une tendresse sans limite. Et c'est Stanislas Breton qui aurait dû baptiser vos propres enfants. Et donc, vous allez peut-être nous dire pourquoi vous vouliez vous-même baptiser vos enfants. Mais non, je ne voulais pas les baptiser. C'est pas ça. C'est pas moi qui voulais les baptiser. J'ai épousé un type qui venait d'une famille hyper catholique. C'était le fils d'un notaire de Chartres. Et sa mère était visiteuse de prison. Il avait un frère curé, une sœur bonne sœur, 2 autres sœurs qui valaient pas tellement mieux. Et donc... Ma belle-mère, bon, chaque fois parfois elles valent beaucoup, les bonnes sœurs. Non, mais là, bon, enfin... ma belle-mère, chaque fois qu'elle voyait les enfants, disait « pauvres petits, pauvres enfants ». Et donc, je lui ai dit « mais qu'est-ce que vous voudriez ?» Bon, vous voudriez qu'ils soient baptisés. Et donc, j'ai dit à mon mari... Un peu plus, elle fait voy-voy, vous avez vu. Ouais. J'ai dit à mon mari, ta mère souffre terriblement, que les petits aillent en enfer. Est-ce que tu voudrais qu'on les baptise? Il me dit, je ne veux pas le savoir. Ma mère est bête et c'est tout. Bon. Et donc, il faut comprendre que mon mari, quand il était jeune, pour échapper à la messe du dimanche, s'est mis à monter à cheval, de manière parce que les concours hippiques, c'est très tôt le dimanche matin dans toute la Beauce. Donc il parcourait la Beauce pour aller... enfin, il partait à 5 heures du matin pour être à 8 heures au concours à l'autre bout, etc. Donc il ne pouvait pas aller à la messe. Bon, très bien. Donc j'ai dit à ma belle-mère... mon mari m'a donc... je ne sais pas comment dire... laissé ouverte la possibilité de rendre sa mère moins malheureuse. Et sa mère, j'avais pas de mépris pour elle, j'avais pas de haine, c'est autre chose. C'était vraiment des antisémites, comment dire, viscéraux, comme des bourgeois de la Beauce profonde, voilà. Et je peux raconter des scènes qui m'ont marqué, mais bon, peu importe. Là, donc, la possibilité était ouverte de faire que cette femme, qui par ailleurs avait perdu son mari et qui avait juste ses petits-enfants, soit moins malheureuse. Donc je lui ai dit, voulez-vous qu'on baptise les enfants? Bon. J'ai invité le père Breton et elle à un déjeuner. Et j'ai dit au père Breton, la seule raison que j'ai pour baptiser ces enfants, c'est pour que ma belle-mère soit moins malheureuse. Il m'a dit, c'est pas très fort comme raison, mais enfin bon. Il a accepté de le faire, mais il a dit à ce moment-là, mais je l'ai dit devant ma belle-mère, hein, c'est vraiment pour que vous soyez moins malheureuse. Mais elle, ça lui allait. Mais lui, bon, c'était un peu juste. Enfin, il a dit d'accord, et il a dit, bien entendu, ça sera un baptême œcuménique.
À ce moment-là, elle s'est levée, quasiment en renversant son assiette, et en disant « c'est pas un vrai curé ». Ce qui n'est pas tout à fait faux, c'était pas tout à fait un vrai curé, Stanislas Breton. Donc mes enfants n'ont jamais été baptisés. Et quand j'ai amené pour la première fois mon fils aîné à la messe de Noël au sport d'hiver, il s'est mis à chanter Frère Jacques. C'était tellement génial. Et quoi d'autre? Oui, je voulais revenir sur cette question de cette scène que vous avez racontée sur le épouser un juif, moi jamais. Ça donne lieu dans votre livre à des développements intéressants sur la question du mensonge qui n'est pas la tromperie. Vous avez tout un développement là-dessus. Et vous dites que vous, depuis toujours, enfin d'emblée, vous êtes méfié de la vérité avec un grand V. Que vous voulez pas, voilà, que vous refusez de parler de vérité avec un grand V. Et vous mettez ça en rapport avec une certaine question juive. Et vous dites, voilà, finalement, quand on est... Vous avez une formule, vous dites, la vérité, quand on est juif, on s'en méfie. Voilà, la vérité, quand on est juif, on s'en méfie. Et vous racontez plein de petites scènes où le mensonge les a sauvés. Et ça rejoint des passages, des choses qui ont été écrites dans la littérature juive, y compris religieuse, sur le fait que, d'une certaine manière, à un moment donné, ce qui est bon doit toujours passer avant ce qui est vrai. Oui. Mais est-ce que vous pouvez développer ce point? La vérité, quand on est juif, on s'en méfie. Je pense que, d'abord, on se méfie de la vérité. Bon, enfin, la complication, c'est de savoir si on met une majuscule ou pas, vérité. C'est ça. Donc, je dirais que moi, je me méfie d'abord de la vérité, avec un grand V. Donc, d'une certaine façon, je me méfie de Dieu. Du Dieu avec un grand D. Si j'étais quelque chose, je serais païenne, avec des petits dieux, un X et un D surtout pas capital. Donc, déjà, la vérité, c'est non. Mais pas plus que l'un. Et c'est là ce qui me pose problème pour être juive. C'est que je ne suis pas mono. Je ne peux pas être monothéiste, ça ne marche pas. Ça n'a aucun sens. La seule fois où j'ai compris quelque chose de cet ordre, c'est quand j'étais dans... Alors, j'arrive plus à me souvenir du nom là, à l'instant même. Là où on a trouvé là où il y avait toutes les citernes et où on avait... oui, à Qumran. J'ai été à Qumran, j'ai été sur ce petit promontoire qui était l'école. Je me suis assise sur les bancs, là, en terre, avec l'abîme à côté, le dénivelé énorme. Et j'ai senti que là, on pouvait être monothéiste. C'est-à-dire qu'il y avait un rayon qui, claque, vous arrivait sur la nuque. Ça, c'est le seul moment où j'ai senti quelque chose de l'ordre de l'un dans toute ma vie. Parce que toujours, je sens le multiple. Toujours, je sens les dieux. Je sens les Grecs. Pas pour ne pas sentir l'un, parce que c'est comme ça que ça se passe dans le quotidien. C'est avec la lumière que ça se passe, mais la lumière du matin, la lumière du soir, la lumière. Vous savez qu'en grec, le mot lumière, phos, à l'accent près, ça veut dire humain, mortel. Le mortel, ce qu'on traduit chez Homère par les mortels, etc., c'est phos. Et la lumière, c'est fausse. Et c'est la même manière de s'écrire, avec l'accent qui change parce que, de toute façon, les accents ne sont pas normés avant très tard. Ça n'a aucune importance. Et c'est la même racine que fémi, bas, parler. Donc, dans le mot grec pour dire le mortel, l'homme, bon, il y a à la fois la parole, la lumière et la mort.
Ça, pour moi, c'est quelque chose. Alors, on peut dire après tout que ça peut être juif. C'est pas hétérogène. Mais c'est ce genre de passerelle qui m'intéresse. C'est pas la croyance à l'un ou à la vérité. Donc voilà, ça, avec un grand V, je ne peux pas. Alors maintenant, je me suis apprise à préférer le plus ou moins. C'est-à-dire ce qu'on appelle un relativisme, ce que j'appelle moi le relativisme conséquent. Au lieu du vrai, le plus vrai. Et au lieu du plus vrai, le plus vrai pour. Ça, c'est le relativisme conséquent. C'est les sophistes qui me l'ont appris, c'est Protagoras. Protagoras dit faire passer quelqu'un d'une opinion fausse à une opinion vraie, pas possible. Mais faire passer quelqu'un d'une opinion moins vraie à une opinion plus vraie, et que ce plus vrai soit un plus utile pour, ça, c'est possible et ça vaut la peine. Donc voilà, moi c'est là que j'en suis. Alors, je disais que, il y a des passages dans votre livre où vous êtes dans un rapport assez affirmatif, finalement, même qui vous étonne quand vous dites finalement Lyotard n'avait pas tort, je me redécouvre dans un certain rapport au judaïsme, etc. Et en même temps, la plupart des passages où vous évoquez tout ça, c'est sur le mode justement négatif, du moi épouser un juif jamais, qui était celui de votre mère sur un mode du mensonge efficace et d'une espèce de coup d'éclat comme ça. Mais en fait, on pourrait faire une sorte de relevé à travers votre livre où le champ du négatif, du refus, de la révolte, d'ailleurs chez Derrida, c'était toujours comme ça un mouvement de balancier entre un élan d'acquiescement et puis un mouvement de révolte, de refus absolu, je le disais tout à l'heure. Et donc il y a toutes ces formules chez vous quand vous dites c'est non d'avance, pas ça, pas moi, pas ça, pas moi. Donc il y a beaucoup de non, de pas, etc. Et alors, il y a un passage, page 209, qui est encore plus intéressant de ce point de vue, qui est à nouveau sur le mode négatif. Et quelque part, vous rendez sa dignité et son honneur à un personnage que Jean-Claude Milner a appelé le juif de négation, ou la juive de négation. Et vous écrivez « Je crois que la seule manière dont je sache, au fond de moi, que je suis juive, c'est en ceci que, tout compte fait, je n'ai été amoureuse que d'autres, et que donc, parmi ces autres, il n'y avait pas de juifs. » C'est intéressant. Oui, ben c'est vrai. Oui. Mais je m'en suis rendu compte assez vite. Comment ? Eh bien, par la vérité du choix, la vérité du tri. C'est très étrange, ça s'est passé comme ça. Ah, le tri, c'est un mot fort. Oui, c'est un mot fort. Ça, c'est un mot horriblement fort. C'est-à-dire que il me faut vraiment du différent. Ce qui veut dire que je suis bien du même. Mais ça veut dire que vous pensez que les gens qui... Est-ce que vous pensez que les gens qui épousent... qu'un musulman qui épouse une musulmane, ou qu'un chrétien qui épouse un chrétien, une chrétienne, maintenant tout est ouvert, ou une juive qui épouse un juif, vous pensez que ça relève de l'inhumain ? Non, non, pas du tout. Je pense simplement que ça ne colle pas avec ma névrose à moi. C'est tout. Je trouve ça très bien. Je suis pour le mariage pour tous. Alors je cherche, mais je ne trouve pas un passage dans ce livre qui s'appelle Judéité de Derrida, où il parle d'un oui originaire. Je ne sais pas où c'est finalement. C'est dommage. C'est-à-dire que lui, il est dans ce non, dans ce refus de la compulsion grégaire, etc. Et puis il dit que finalement, il y a quelque chose qui vient de plus loin que lui, de plus loin que son refus, de plus loin que sa négation, que son pas ça pas moi, que son... et qui dit, voilà, finalement, il y a un oui originaire, une sorte d'acquiescement fondamental à quelque chose de juif dont il ignore tout. Est-ce que ça vous parle chez lui et chez vous ? Non, chez lui, oui. Ça me parle beaucoup. Chez moi, je ne sais pas. Disons que c'est des choses que je découvre petit à petit, quoi, c'est vrai.
C'est pas des choses qui me... Ce livre m'a beaucoup appris. Écrire ce livre m'a beaucoup appris. Et d'autant plus que je l'ai écrit devant ou avec mon fils aîné. C'est-à-dire que c'est lui qui me renvoyait la balle et qui me disait, là, je comprends pas, là, qu'est-ce que tu dis? Bon. Et en même temps, on avait une espèce de respect mutuel. On essayait de ne pas s'agresser et de ne pas se tuer. Et on y est arrivé, d'ailleurs. Et qu'est-ce que vous avez appris alors? Parce que en fait, cette formule de Lyotard, quand il vous dit, toi tu parles des Grecs pour pas parler des Juifs, et vous dites après, ben, effectivement, en écrivant ce livre, je m'aperçois que, etc. Mais ce dont vous apercevez, c'est pas très clair. Et encore là, ce soir, sur cette scène, c'est pas tout à fait simple. Hein. Il n'y a pas de raison que ça soit simple. Non, mais c'est pas évident. Si vous pouviez développer ça. Mais ce que je crois que je parle des Grecs pour parler des Grecs, parce que les Grecs, ça me passionne. Ça, c'est déjà une chose. Parce que la langue grecque m'a ébloui d'intérêt et de souplesse et de beauté. Et les textes grecs des philosophes grecs, je veux dire, je ne peux pas lire, par exemple, je suis absolument incapable de lire Aristote en français. C'est monstrueux, ça n'a aucun intérêt. Bon, alors, encore plus l'éthique à Nicomaque ou des choses comme ça n'a aucun intérêt. Là où ça devient intéressant, c'est quand les mots se mettent à bouger à l'intérieur d'eux-mêmes, ce qu'ils font tout le temps. Et les phrases se mettent à bouger à l'intérieur d'elles-mêmes, ce qu'elles font tout le temps. Bon, et il faut dire, parce que peut-être, ce qu'il faut dire, c'est que je me suis quand même construite contre. Pas ça, pas moi, c'est d'abord pas Heidegger. Il se trouve que j'ai été au séminaire du Thor en présence avec Heidegger. Et que sa manière de faire de la Grèce a décidé au fond de la mienne, en passa pas moi justement, pas d'originaire, pas de une langue enracinée dans une race et dans un peuple. Seule la langue allemande est authentique comme la langue grecque. Bon, voilà, ça, au moins, je sais. C'est plus facile de savoir ce dont on ne veut pas que ce qu'on veut et que ce qu'on est. C'est tout. Donc ça, je sais que je n'en veux pas. Et c'est comme ça que j'ai vraiment travaillé, que j'ai fait le dictionnaire des intraduisibles, etc. Pas d'hiérarchie des langues, pas de langue authentique et pas d'origine. Ce qui, du coup, je veux dire, Marlène Zarader n'a pas complètement tort de montrer comment Heidegger est juif. Bon, Heidegger n'est pas sophiste, ça c'est clair. Et les sophistes ne sont pas juifs, ça c'est clair. Et ça m'a intéressée. Vous parliez des enfants, c'est intéressant, la question des enfants dans tout ça, dans la question de la transmission et de ce qui continue. Parce que je disais dès l'introduction de cette séance que votre livre est structuré par la question de la mise aux arrêts quelque part, par l'arrêt. Vous parlez de tout ce qui vous a arrêté, d'une prof de philo qui vous a dit ça suffit en plein milieu d'un exposé ou au début de votre exposé et que vous avez reçu ça comme un coup de poing et que ça vous a finalement permis de vous relancer. Vous parlez de votre mari, il y a des pages absolument magnifiques de tendresse et de joie autour de votre mari, de votre rencontre, de tous les moments que vous avez vécu avec lui jusqu'à sa mort et la façon dont vous décrivez les derniers instants de sa vie et la façon dont vous installez des odeurs et de la musique et tout ça autour de lui. Enfin, c'est tout à fait somptueux et bouleversant. Et vous dites que c'était quelqu'un qui, comme cette prof de philo, était capable de vous arrêter. Vous dites, il disait, là, tu arrêtes, stop, on arrête. Et donc, il y a toute une réflexion comme ça sur ce qui vous a permis de vous mettre en mouvement parce qu'on vous arrêtait. Et en même temps, la question du judaïsme, c'est aussi la question de ce qui continue. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont essayé de mettre un coup d'arrêt à cette tradition et à cette continuité. Et la question des enfants, c'est la question justement de ce qui continue et de ce qui survit. Derrida lui-même était fasciné par ce qu'il appelait la survivance inouïe du petit peuple juif. C'est un vrai mystère. Pourquoi cette survie, malgré tout, malgré le tri, malgré tout ça?
Et donc, la question des enfants, elle est fondamentale. Et vous avez dit, c'est vrai que c'est ce qui donne aussi... Il y a une théâtralité de votre livre qui vient du fait qu'il est écrit dans un dialogue avec votre fils Victor. Et j'ai plein de questions à vous poser là-dessus. Donc peut-être vous pouvez réagir déjà à ça. Mais à quoi, d'ailleurs ? À quoi ? Eh bien, est-ce qu'il continue et est-ce qu'il s'arrête ? C'est-à-dire, par exemple... c'est compliqué. Moi, je peux réagir tout de suite sur un truc, qui est que c'est compliqué, parce que, justement, il y a du même et de l'autre. Qu'est-ce qui continue ? Peut-être que là, pour revenir au tri, qui est un mot horrible, évidemment, le fait que j'étais amoureuse de non-juifs, ça fait des métisses, d'une certaine manière. Et ça fait que je ne sais pas ce qui continue. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui continue exactement ? Aucune idée. Oui, vous connaissez ce philosophe allemand qui était aussi vaguement rabbin, qui s'appelle Emil Fackenheim, et qui expliquait que ce qu'il y avait d'unique, finalement, dans Auschwitz, c'était moins, finalement, le crime dans son horreur, etc., dans sa massivité, etc., que finalement, le fait que les victimes étaient modernes, et c'était son expression, les victimes étaient modernes, c'est-à-dire qu'en fait, beaucoup d'entre elles avaient perdu la foi, et finalement, ils ont été tués, enfin, beaucoup ont été tués, non pas à cause de leur foi, mais en dépit de leur foi, ou à cause de la foi de leurs arrière-grands-parents, parce qu'il y a la loi raciale, etc. Et donc, il a cette formule assez troublante où il dit « Si ces arrière-grands-parents avaient abandonné la foi juive et n'avaient pas élevé d'enfants juifs, leurs descendants à la 4e génération auraient pu être parmi les criminels nazis. » Et donc en fait c'est très curieux et très flippant, c'est-à-dire de tout point de vue, aussi bien du point de vue de l'appartenance que du refus d'une appartenance qui peut être aussi refus qui peut être émancipateur, etc. C'est que vous parlez du judaïsme dans le livre, vous parlez de votre identité juive, de celle de vos parents, vous en avez parlé encore tout à l'heure, mais évidemment tout ça ne peut être même nommé, et vous êtes quelqu'un vous n'avez pas votre pareil pour parler des phrases, des mots, des noms, de la grammaire, etc., et de la langue. Tout ça ne peut être nommé que sur fond d'une continuité et d'une survie. Et pour qu'il y ait une survie, forcément, il ne peut pas y avoir que du passe à pas moi. Forcément, il faut qu'il y ait un arrière-grand-père ou une arrière-grand-mère qui s'est dit il faut que quelque chose continue, pour le meilleur et pour le pire. Personne n'a besoin de se le dire, ça se fait. Moi, je pense que mes parents ne se sont pas dit que quelque chose continuait avec moi. Ils étaient étonnés que je sois... Bon, ça les faisait marrer. Que je sois quoi ? Parce que vous n'avez pas terminé votre phrase. Non, que je sois moi. Enfin, je me souviens de la première fois où le premier livre que j'ai fait, ça s'appelait Si Parménide, et je l'avais présenté. Et il se trouve que le président du CNRS, qui était un type très très gentil, était là au moment où je l'ai présenté. Et il y avait aussi mon père. Mon père m'a posé une question. Bon, il y avait des questions. Mon père m'a posé une question. Apparemment, ensuite le président du CNRS est venu me dire « Mais pourquoi vous avez répondu si mal, si méchamment à cet homme merveilleux qui vous posait une très bonne question ?» Je lui dis « Parce que c'était mon père. » Et il m'a dit « Ah, je comprends. » Donc, ce que je veux dire, c'est que j'ai adoré mon père, j'ai adoré ma mère, mais ce que j'adorais, c'est qu'ils m'étonnent. Et j'adorais les étonner. Enfin, je n'ai pas fait exprès de les étonner, mais c'était le cas. On s'étonnait mutuellement quand même. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'on transmet de l'étonnement ? Peut-être que c'est ça qu'on transmet, le goût de l'étonnement. Et en tout cas, c'est bien quelque chose que j'aimerais transmettre à mes enfants. Bon, je crois que c'est déjà le cas. Vous savez, vous terminez La nostalgie, celui que j'ai déjà cité, en disant quand donc est-on chez soi, quand on est accueilli ? Vous avez parlé du fait que vous étiez accueilli ici, donc vous étiez chez vous. Et tout ce livre est un livre intéressant aussi parce que c'est un livre où il y a une pensée du retour. La question du retour est obsédante et très, très fortement traversée.
notamment du retour en Corse, mais du retour de toutes parts. Et d'ailleurs, à nouveau, vous parlez de votre question juive dans ce livre, qui est un livre sur la Grèce, c'est beaucoup sur la Corse, mais aussi sur, vous parlez déjà de vos parents, et sur Arendt, etc., qui est très présente. Or, évidemment, la question du retour, c'est peut-être la question juive par excellence. Et vous avez quelqu'un qui est très, très, très loin de vous, de tout point de vue, qui était très loin de vous politiquement, de tout point de vue, Benny Lévy, qui a eu des passages assez forts et assez inquiétants aussi sur ces sujets, et qui avait cette formule qui disait « c'est toujours par le retour qu'il y a du juif ». C'est toujours par le retour qu'il y a du juif. Chaque juif est essentiellement un survivant, c'est-à-dire en fait quelqu'un qui, fondamentalement, ne fait pas autre chose que retour. Donc là aussi, vous touchez à quelque chose. Oui, ça se fait tout seul, ça. Je veux dire que les thématiques, c'est vous qui lisez. Hein. Si vous ne lisiez pas, je ne le saurais pas. Non, mais la question du retour quand même, dites-nous quelque chose sur le retour. Votre retour. Non, pour moi, la nostalgie, c'est un livre où je réfléchis sur la différence entre Ulysse, Énée et Arendt. Donc, Ulysse, c'est le seul à faire retour, hein, par différence avec Énée, qui fait exil et qui va fonder autre chose. Seul Ulysse fait retour, et quand il arrive dans son lieu de départ, quand il arrive à Ithaque, il ne reconnaît rien. Enfin, il ne sait pas que c'est là. Il dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais où je suis? Il va cacher les trésors qu'il a pu piquer à droite. Bon. Et il faut que ça soit Athéna qui lui dise, mais enfin, tu ne reconnais pas? Bon. C'est extraordinaire. C'est-à-dire, où est-ce qu'on rentre quand on rentre? Et ensuite, la réciproque, elle est parfaitement vraie. C'est-à-dire que quand il se montre, personne ne le reconnaît. Seul son chien, Argos, quand Ulysse arrive en haillon, Argos tombe mort sur son tas de fumier. Et Argos, c'est un chien qui fait une chose, enfin qui fait ce que font tous les chiens, il sniffe. Le mot pour dire sniffer comme ça, eh bien c'est noein. C'est le même mot qui dit ce que fait Dieu. Le Dieu d'Aristote, par exemple, fait de la noésis noéséos. Le philosophe, noei. Le chien, noei. C'est quand même extraordinaire. Donc, vous voyez là pourquoi j'aime le grec. Mais je suis sûre que si j'avais fait de l'hébreu, j'aimerais l'hébreu. Et si j'avais fait du chinois, j'adorerais le chinois. Et de l'arabe peut-être. Bon. Donc je ne sais pas, c'est juste qu'il y a un moment où on a pris le temps de rentrer dans quelque chose. Bon, pour le retour, voilà, je n'ai pas répondu parce que j'ai fait une grande circonvolution, mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne sait jamais où on revient, pour les deux raisons qu'on ne sait pas ce que c'est, là où on revient, et on ne sait pas qui, personne ne sait qui vous êtes quand vous revenez. Mais tout ça, ça va se savoir, ça va finir par se reconstruire. Mais le retour est une reconstruction. Pour continuer sur les enfants, je vous dis, les enfants, ça ouvre plein de portes, ça ouvre plein de possibles, comme vous dites. Et d'ailleurs, là aussi, c'est intéressant. Bon, on y reviendra sur les possibles juste après. Mais vous savez, vous parliez de votre belle famille. Effectivement, dans votre livre, vous citez des scènes incroyables d'une violence très simple et très viscérale de votre belle-mère, qui a des propos antisémites évidents et très, très forts. Et parfois, les gens qui sont de culture antisémite ont des choses à dire intéressantes sur les juifs. Et par exemple, Georges Bernanos, qui jusqu'au bout, il a beaucoup bougé, cet écrivain chrétien, royaliste, mais jusqu'au bout, il aura salué son vieux maître Drummond, qui est donc le plus furieux et le plus connu des antisémites français. Et Bernanos avait des formules comme ça à la fin, parce qu'à la fin, il était révulsé par l'antisémitisme nazi, etc., racial et tout ça. Et il a des pages où il parle de la question justement de la transmission des enfants. Et il dit, à propos de l'honneur,
Il dit: l'honneur juif, en effet, depuis 2000 ans, n'est pas de résister par la force, mais par la patience, par tous les moyens de la patience. Car le but que s'est toujours proposé ce peuple impérissable, n'est pas de vaincre, mais de durer. C'est de la durée qu'il attend le salut. Ça, je trouve que c'est de l'antisémitisme. Qu'Israël dure, et le Très-Haut vaincra pour lui. En attendant, l'honneur, c'est de rester juif et de faire des enfants juifs, d'en faire assez pour que tous les pogroms ne puissent anéantir ce que Dieu, avec un grand D, a ordonné de conserver. Qu'est-ce que ça vous inspire? Burke. C'est ça. On s'en doutait. Mais que Burke? Ah oui, Burke et Burke. Oui. Oui, mais vous avez une réaction, vous avez dit, ça c'est de l'antisémitisme. Pourquoi? Il faudrait que je le relise exactement et que j'entende. Bon, mais Non, mais vous l'avez dit quand j'ai lu la phrase où il explique que l'honneur, là, ce n'est pas de vaincre, mais de durer. C'est là que vous avez dit, ça c'est antisémite. oui. Et pourquoi? C'est parce que ça a l'air de... Pourquoi? Je suis parasitée par la phrase de Lacan. Il dit il ne s'agit pas de vaincre, con ou non. Bon, il dit ça à propos de la femme, et bon, évidemment, convaincre. Bon, il ne s'agit pas de vaincre, mais de durer. C'est comme si, justement, alors, d'une part, d'abord, c'est comme s'il y avait une essence du juif immuable et qu'il fallait la mettre en conserve pour qu'elle se conserve. Déjà, ça, c'est atroce. Si on arrête l'identité juive à n'être qu'une essence immuable, je trouve ça triste. C'est déjà ça que je ne supporte pas. Et vous avez parlé des possibles tout à l'heure, ou je ne sais plus. Là aussi, c'est vrai que tout votre livre est comme ça, rôde autour de cette idée que votre philosophie, votre pensée, c'est d'abord une pensée des possibles, que la langue, c'est quelque chose qui rend possible à nouveau, qui remet du jeu dans nos existences, et c'est ce qui est très beau dans votre texte, c'est que vous mêlez des événements de pensée, des livres que vous avez écrits, des expériences intellectuelles que vous avez connues, et puis des choses du quotidien, comme on l'a vu déjà là, dans le rapport à votre mari, à vos enfants, à votre belle-mère, à René Cassin, à la violence d'une certaine famille, etc. Et à chaque fois, l'idée, c'est de se pointer là où on ne vous attend pas et de ne pas être mis en demeure, justement, et donc d'ouvrir des possibles. Pour vous, l'amour même, la définition de l'amour, c'est ouvrir des possibles, l'amour et la pensée. Et là, à nouveau, on rejoint Derrida, qui disait que pour lui, le judaïsme, un certain judaïsme, c'était non seulement l'injonction de mémoire, le souviens-toi, etc., mais c'était aussi, et peut-être d'abord, une espérance future et une façon d'ouvrir, de réouvrir l'avenir. Pardon, je cherche des connexions entre votre pensée et des petites choses dont par exemple, Derrida dit que c'est intrinsèquement, enfin, c'est lié à un certain judaïsme. Bah oui, on peut les trouver comme ça. Moi, si vous voulez, quand même, je pense depuis tout à l'heure que si j'avais à définir pour moi ce que j'ai trouvé de plus juif dans ce que j'ai lu, c'est vraiment le mot d'esprit chez Freud. C'est vraiment l'histoire. Pourquoi tu me dis que tu vas à Cracovie pour que je croie que tu vas à Lemberg alors que tu vas vraiment à Cracovie? Ça, pour moi, ça dit tout. C'est ça. Et ça m'intéresse et ça me passionne et ça me fait rire. Et c'est parce que ça me fait rire que ça me passionne à ce point-là. Donc je suis pour un judaïsme joyeux des possibles. Bon, et je crois que là, on va passer la parole bientôt, enfin dans très peu de temps, on va vous donner à toutes et à tous la parole. J'avais une dernière petite question à vous poser sous forme pas de pirouette, mais c'est vrai qu'il y a cette formule magnifique que vous reprenez de Kundera qui dit
européen, celui qui est la nostalgie de l'Europe? Est-ce que tout simplement, quand on vous lit, même à travers ce passe à pas moi, toutes ces négations, etc., il n'y a pas l'idée justement en creux qu'être juive, c'est d'abord avoir la nostalgie du judaïsme? Si, ça, je marche. Oui, je veux bien. Ouf. Bon, écoutez, j'ai pas retrouvé la citation sur le oui originaire, le oui primordial de Derrida, mais on a fini par un oui aussi primordial que celui de Derrida. Merci pour votre écoute, pour votre présence et puis pour toutes ces belles interventions et à très bientôt. Au revoir.